Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous reprenons les lectures chuchotées avec ce livre, Les Contes de Grimm. Ce livre est une édition de 1978, donc les illustrations peuvent paraître un petit peu désuètes, mais c'est aussi ce qui fait le charme de ce livre. Donc nous allons lire les 4 contes. Jean le fidèle, les 7 souabes, Réponse et le roi de lait et l'ours. Et on commence avec Jean le fidèle. Il était une fois un vieux roi qui tout au long de sa vie avait eu à ses côtés un serviteur si dévoué qu'on l'appelait Jean le fidèle. Au soir de sa mort, le roi lui confia son fils. « Mon très fidèle Jean, dit-il, tu devras désormais veiller sur mon enfant comme tu as veillé sur moi. Toi seul connais tous les secrets, tous les trésors de mon royaume. Tu l'aideras. Garde-toi pourtant de lui montrer le portrait de la princesse du dôme d'or, car mon fils en tomberait aussitôt amoureux et s'exposerait pour elle au plus grave danger. Adieu et promets-moi qu'il ne le verra pas. » Le bon roi était mort, mais Jean, la main tendue, prêta serment, puis le cœur plein de larmes éteignit les 4 flambeaux. Le prince eut bientôt appris le métier de souverain. Le fidèle Jean lui enseignait les lois avec exactitude. Il savait visiter le palais du haut en bas, et lorsqu'il passait devant la salle au portrait, jamais il ne s'y arrêtait. « Voilà une porte que tu oublies toujours, Jean le fidèle, » s'exclama le prince un matin. « Ouvre-moi cette fois. »« Non, Seigneur, » répondit le vieillard, « un terrible malheur plane dans cette chambre, plus noir que le plus noir corbeau. Que le monstre griffu ou le dragon ailé. Venez, mon maître, fuyons. » « Ah ça, » protesta le jeune homme, « me crois-tu donc si poltron? Je veux me battre avec le malheur, moi, et sur le champ. Ouvre, c'est un ordre du roi. » Et Jean dut obéir. Le petit roi, l'épée à la main, se jeta dans la pièce. Il n'y avait ici ni malheur véritable, ni monstre au sang de tête, seul un joli portrait que l'éclair de sa lame fit luire un peu plus dans le noir. Le jeune homme, surpris, caressa un instant l'ovale du visage posé comme une lune sur les plis alourdis d'un manteau de brocart, puis il s'évanouit. On porta le roi dans sa chambre. 3 jours durant, le mal ne cessa pas, mais à l'aube du 4e, le prince s'éveilla. La jeune fille au portrait suppliait-il déjà. Son nom, dis-moi son nom, ô mon fidèle Jean. C'est la fille du roi de Dôme d'Or, répondit Jean le fidèle. Ne vous tourmentez pas, vous êtes faible encore. Je l'aime, s'écria le roi, et si toutes les feuilles des arbres étaient des langues, elles ne parviendraient pas à exprimer l'immense douceur de mon amour. Oh, aide-moi, je veux vivre avec elle ou mourir. Le serviteur resta un moment silencieux et pensif. Au royaume du dôme d'or, en effet, nul ne pouvait parler d'amour sans être changé en un arbuste gris couvert de feuilles toujours mortes. Déjà de longues files de ces arbres étranges bordaient les jardins du roi. Jean le fidèle imaginait son maître ainsi chargé de branches et se désespérait quand, soudain, une merveilleuse idée lui vint à l'esprit. Tout ce que possède la princesse est d'or massif, dit-il. Ses gobelets, ses assiettes, les seaux et même les balais. Elle aime l'or à la passion. Abandonnez donc, Majesté, une
partie de votre trésor aux orfèvres, et ils façonneront pour vous des chefs-d'œuvre d'or scintillants. Nous embarquerons ces objets sur un navire, puis déguisés en marchands, nous ferons voile vers le pays du dôme d'or. La fille du roi voudra sans aucun doute examiner ses richesses. Alors, rompant les amarres, nous gagnerons le large et vous pourrez l'aimer loin de sa terre maudite. Ainsi fut fait et le plan réussit à merveille. Car la princesse, fascinée par l'or, semblait aveugle à tout autre spectacle. Elle souriait rêveusement en regardant les pots, les récipients de toutes sortes, les oiseaux fabuleux que le jeune roi lui montrait un à un. Tandis qu'elle admirait le dernier objet, le roi fit glisser son manteau de marchand et apparut dans toute sa beauté. « Quand j'ai vu ton portrait, dit-il, je suis tombé par terre, évanoui. » La princesse leva les yeux sur lui et frémit un peu, mais il était si jeune et si beau qu'elle ne put s'empêcher de l'aimer aussitôt. Le navire maintenant taillait sa route en haute mer. Jean le fidèle s'y flottait, allongé sur le pont quand il vit venir 3 corbeaux. Le premier se posa près de son pied droit. « Oh oh, dit-il, elle est ici la princesse du dôme d'or. Elle sera morte avant la mi-carême, ajouta le deuxième. Et son fiancé aussi, précisa le troisième. Lorsqu'il verra le cheval noir, il voudra le monter et tous deux voleront dans les airs à jamais. Ou bien, dit le premier, il mettra sa chemise de noces et brûlera jusqu'à la moelle des os. Son épouse mourra avant la mi-carême, reprit le deuxième, de 3 gouttes de sang empoisonné. Et si quelqu'un veut empêcher ce qui est fait, il périra dans la pierre taillée. Puis tous 3 s'envolèrent en criant « Pourquoi ? Pourquoi ?» Le fidèle serviteur avait compris ce qu'il disait. Il réfléchit longtemps et s'endormit enfin. Lorsqu'on toucha au port, il y avait là un cheval noir superbe qui piaffait d'impatience. Le roi aussitôt voulut se mettre en selle, mais Jean, plus prompt encore, avait abattu l'animal. Il y eut un long murmure dans l'assistance, et sur un signe du roi, l'on s'avança vers le palais. La chemise de noces fut présentée sur un plat d'or. Le jeune souverain tendait la main pour la prendre et l'admirer, quand son serviteur le bouscula et jeta le vêtement au feu. Les courtisans chuchotaient méchamment et le roi les fit taire. « Laissez-le, disait-il, c'est mon Jean le fidèle. » On célébra les noces en grande pompe et le bal commença. Hélas, la jeune épouse, ayant valsé 3 fois, devint blême soudain, elle tomba par terre. On la mit sur son lit, elle respirait à peine et sur son épaule perlaient 3 gouttes de sang. Mais Jean était déjà près d'elle, il suça le poison, puis il le recracha. « Qu'on le jette en prison, cria le mari jaloux. « Puis-je parler, majesté ?» demanda le serviteur. « Eh bien, lui dit le roi sèchement, et Jean raconta l'histoire des 3 corbeaux. Le dernier mot expirait sur ses lèvres. Jean le fidèle était devenu pierre. Le roi et la reine versèrent des larmes amères. Ils firent monter la statue dans leur chambre, et chaque fois qu'ils le regardaient, ils disaient « Nous avons mal récompensé sa grande fidélité », et ils pleuraient de plus belle. La reine eut des jumeaux, de beaux enfants. Un jour qu'elle s'était rendue à l'église, le roi, passant devant la statue, s'exclama « Ô mon Jean le fidèle, que ne puis-je te rendre la vie ?» Et la pierre lui répondit « Tu le peux, affirma-t-elle, si tu acceptes de sacrifier tes enfants. Coupe-leur la tête et répands le sang sur mon corps. » Le jeune homme fit ce que la statue avait dit par fidélité envers son serviteur. Son cœur saignait
saignait de peine, et Jean fut de nouveau bien vivant devant lui. Alors la reine entra. Lorsqu'elle vit ses 2 enfants barbouillés de sang et Jean debout devant elle, la raison lui manqua et elle s'évanouit. Mais Jean le fidèle prit dans ses mains les têtes des petits, les remit en place et tous deux recommencèrent à jouer comme si rien ne s'était passé. Les 7 souabes. Au bord d'un guéridon de marbre, 7 souabes se pressaient. Il y avait là monsieur le maire, le substitut, Carafon, le clerc de notaire, avec le père Étienne et ses 2 fils, Modeste et Désiré. Rodrigue, le mari de l'épicière, les dépassait tous d'une tête, et le dernier c'était Prosper. À travers l'épaisse fumée qui envahissait le café, se choquèrent leurs 7 petits verres, et dans leur émotion ils criaient « Vive la société des 7 globetrotters !» Comme personne ne connaissait ce mot-là et qu'il semblait passablement éméché, le patron les mit à la porte. Voilà donc nos souabes sur le pavé, mais tout fiers d'avoir décidé qu'ils iraient ensemble courir le monde en quête de grands exploits. Le père Étienne intervint encore une fois pour dire avec bon sens qu'il leur faudrait une arme, puis l'on se sépara. Rodrigue, en personne économe, se chargea de l'affaire. Il fit fabriquer une lance, une seule mais bien robuste, excellente et terriblement longue. Ils la porteraient tous ensemble. Devant marcherait leur chef, monsieur le maire bien sûr. Les autres suivraient par rang de taille jusqu'au dernier, Prosper le gringalet. Et ce fut dans cet étrange équipage que nos héros partirent à l'aventure. Or il advint qu'un jour, tandis qu'ils piétinaient au long d'un chemin creux et somnolaient un peu sur leurs lances, un insecte se mit à voler derrière la haie. Ce n'était rien que quelque hanneton ou bien un scarabée bourdonnant dans sa chute. Les souabes, cependant, crurent à une attaque, et plantant là leurs lances, se jetèrent tous les 7 au travers des épines. Leur nez enfoui sous le trèfle, les mains sur les oreilles, ils faisaient piètre figure quand soudain un cri s'éleva. Monsieur le maire, ayant sauté le dernier, venait de retomber tout dru sur les griffes d'un vieux râteau, et paf, le manche d'un coup sec l'avait frappé par derrière. « Ouille, aïe, aïe !» hurla-t-il. « Arrêtez, je me rends. » « Nous nous rendons aussi !» crièrent les 6 autres souabes l'un après l'autre. « Faites-nous prisonniers si vous voulez. » Personne pourtant ne répondit puisqu'il n'y avait pas plus d'ennemis que de coléoptères en hiver. Ils se sentirent soulagés et s'empressèrent d'oublier cette peu flatteuse aventure. Le deuxième danger qu'ils rencontrèrent fut tout différent. Comme ils marchaient sur une lande bien à plat, la lance à l'horizontale, la tête du grand Rodrigue dépassait de beaucoup celle de monsieur le maire. C'est lui qui vit le monstre le premier. Ce terrible et sauvage animal imitait le lièvre à s'y tromper, mais en voyage l'on apprend à se défier. Ces messieurs se mirent donc à l'abri derrière une branche de noisetier, puis ils tinrent conseil. « Jetons-nous dans la mêlée, » trancha le substitut. « Audace et surprise seront nos armes les plus sûres. »« Nous nous battrons jusqu'au 7e, » grondait Prosper plein d'enthousiasme. Et ils partirent à l'assaut du dragon. Monsieur le maire marchait à l'avant-garde. Il n'y mettait pas une hâte excessive, et même il retenait un peu la lance, par prudence, quand Prosper lui cria « Courez, seigneur le maire, sus au démon, allons, jamais nous ne tuerons ce monstre, à reculons. » Rodrigue était de cet avis.
le substitut, debout et la main sur le ventre, scrutait la lande en répétant « Regarde ça, Prosper, vois ce monstre perfide qui fuit dans la bruyère, c'est un lièvre splendide. » Ainsi prit fin cette aventure et les Souabes continuèrent leur chemin par monts et par vaux. Ayant marché longtemps, ils atteignirent les rives d'un grand fleuve. Jamais ils n'avaient rien vu de pareil. Aussi, pour que chacun pût jouir du spectacle à son aise, les 7 Souabes s'alignèrent au bord, puis ils regardèrent en silence les eaux lentes et profondes, vertes de mousse de la Moselle. De l'autre rive, un brave paysan les vit en cette posture, et pensant qu'ils avaient perdu quelque chose, leur cria « À quai, à quai ! Où ça, où ça ?» Monsieur le maire, qui ne connaissait pas le patois de Trèves, crut qu'il disait « Aguet, aguet !» et entreprit la traversée. Il s'enfonça doucement, sans un cri. Les lentilles d'eau se refermèrent sur lui. Seul son chapeau, poussé par le vent, parvint de l'autre côté, pour la plus grande joie d'une grenouille qui sauta sur la coiffe et chanta « Koa, akoa, koa ». « Je n'entends pas bien, dit Prosper, mais je crois que monsieur le maire nous appelle. Allons vite le rejoindre, car il dit « Alors quoi, alors quoi ?» et semble impatient. Ils empoignèrent leurs lances et se jetèrent dans l'eau où ils disparurent tous les 6, corps et biens. Aucun membre de la société des Globetrotters ne reparut jamais chez lui. À qui ne le croit pas, il en coûte un écu. Du coup, ils n'étaient pas très futés, les 7 Souabes. On va continuer avec Réponse, un conte qui a été rendu encore plus célèbre avec le dessin animé de Disney. Il était une fois une jeune femme qui attendait un enfant, mais elle trouvait le temps long, car l'été se traînait, si caniculaire que les pierres semblaient devoir tomber en poudre dans l'air surchauffé. Un jour, n'y tenant plus, la jeune femme courut se réfugier dans une petite chambre inoccupée qui donnait au nord sur l'arrière de la maison. Cette fraîcheur bleutée enfin la délaçait. Elle dénoua son tablier et, mollement appuyée contre la croisée, laissa flotter son regard sur le jardin qui s'étalait au-dessous d'elle. De superbes réponses s'épanouissaient là, si luisantes, vertes, appétissantes, que l'envie lui prit soudain d'en manger une grande salade. Ce désir désormais l'obséda. Sans cesse, elle retournait à la fenêtre de la petite chambre, craignant toujours que les réponses n'aient disparu. La jeune femme, pourtant, n'en disait rien à son mari. Bientôt, elle tomba en mélancolie. « Que veux-tu, Madeleine ?» suppliait son époux. « Ô Dieu, elle mourra !» et la malade se taisait toujours. Mais un soir où seule une petite lueur dansait encore au fond des yeux de Madeleine, elle murmura enfin « Des réponses là dans le jardin de la sorcière derrière la maison. » Elle délire, pensa le mari. Allons voir tout de même, qui sait. Il chercha un peu dehors, découvrit le haut mur, sauta et courut cueillir une pleine poignée de réponses. Voilà qui va te coûter cher, fit une voix aiguë comme il se relevait. Le pauvre homme resta figé d'effroi. Bonne vieille, balbutia-t-il, enfin ma femme a vu tes réponses et elle en meurt d'envie à l'instant même. Je n'en prenais qu'une poignée. Prends ce que tu voudras, ricana la sorcière. En échange, tu me donneras ton enfant qui va naître. Ah, comme il sera soigné, dorloté, cajolé. Tu n'auras pas à te plaindre. Alors, qu'en dis-tu ? Dans sa terreur, le malheureux s'enfuit, emportant la salade, mais au fond de lui-même, il espérait encore. Peut-être ne naîtra-t-il pas, ce petit, après tout.
son retour, il prépara les réponses que sa femme mangea avec avidité. Le rose lui vint aux joues, elle sourit et tout fut oublié. Hélas, quand Madeleine mit au monde son bébé, la sorcière vint aussitôt prendre le nouveau-né. Elle s'appellera Réponse, dit la vieille en emportant l'enfant. Le temps passa, les cheveux de la petite Réponse poussaient, blonds et soyeux. Le jour de ses 12 ans, il lui tombait jusqu'aux pieds. Elle pouvait s'en faire un manteau, un grand chapeau à large bord, ou les brosser jusqu'à ce qu'ils brillent comme de l'or. La vieille dame en était si agacée qu'elle enferma Réponse dans une tour au milieu des bois, qui n'avait ni escalier ni porte, mais une petite fenêtre sous les toits. Lorsqu'elle venait voir l'enfant, la sorcière criait « Réponse, Réponse, fais ruisseler tes tresses ». La jeune fille alors dénouait ses nattes dorées qu'elle laissait couler jusqu'au bas de la tour, et la vieille grimpait le long de ses cheveux. Durant les longues heures où elle restait seule, Réponse s'ennuyait. Elle prenait parfois son miroir et jouait à capter les rayons du soleil, ou bien chantait un peu pour se distraire. Le fils du roi, qui chevauchait dans la forêt, entendit un jour sa voix claire et s'arrêta pour l'écouter. Le chant cessa, il crut avoir rêvé. Ces murs lisses n'offraient aucun accès et déjà le prince s'éloignait, quand un froissement de feuilles mortes le fit se retourner. La sorcière était là et elle demandait « Réponse, Réponse, fais ruisseler tes tresses ». La jeune fille se pencha, dénoua ses cheveux, et le prince, ébloui, s'enfuit au galop. Mais dès le lendemain, le cœur battant, il revint à la tour et murmura « Réponse, Réponse, fais ruisseler tes tresses ». Les nattes se déroulèrent et le fils du roi monta. Réponse, épouvantée à la vue de cet inconnu, se mit à courir en tous sens, puis elle s'apprivoisa peu à peu. Le jeune homme revint soir après soir, et Réponse apprit à rire et à aimer. « C'est que tu es bien plus gai que la taupe patin, ma mère marraine, lui disait-elle, et lui riait de la voir si naïve. Hélas, car voici qu'une fois la pauvre petite, agacée par la visite de la vieille, lui cria étourdiment « Ah, que tu es lourde, mère marraine, le fils du roi monte plus vite que toi !» La colère de Taupe Patin fut terrible. Elle prit ses grands ciseaux, coupa les belles nattes dorées, emmena Réponse loin, très loin de là dans un désert, et l'y abandonna. Puis quand le prince vint voir la jeune fille, la sorcière le fit monter le long des tresses qu'elle avait coupées, et au dernier moment lâcha la corde en ricanant. Le jeune homme tomba lourdement et les épines lui crevèrent les yeux. Aveugle, désespéré, il erra des années à la recherche de sa bien-aimée. Il y mit tant d'ardeur et tant d'acharnement qu'il arriva dans le désert où pleurait la pauvre Réponse. Reconnaissant sa voix au travers des sanglots, le malheureux avança vers elle en tâtonnant. La jeune fille le vit et courut se jeter à son cou. De larmes tombèrent sur les yeux de l'aveugle qui recouvra la vue aussitôt. Alors ils se marièrent et furent très heureux. J'étais à leur mariage avec mon grand chapeau de feutre mou, mais le soleil brillait si clair qu'il a fondu. J'avais mis mes souliers de cristal et en cognant sur un caillou, ils ont fait cling et ils ont disparu. Je suis désolée, on entend Elsie, ma petite chatte, qui mange ses croquettes. Je vais attendre un peu qu'elle ait fini. Le roitelet et l'ours. Une nichée de roitelets s'égosillait dans un vieux tronc. Quelle cacophonie, gémit l'ours.
dit l'ours, mais il faut d'abord me montrer le château, car un roi sans palais n'est plus qu'un roi de lait. Un quoi s'enquit le loup, qui riait tant de cette bonne farce qu'il s'ingéniait à la faire durer. Un palais, répondit l'ours, poursuivant son idée. Nous y allons après vous, s'il vous plaît, dit le loup enchanté. Mais ôtez donc votre chapeau, vous avez l'air d'un mufle. L'ours obéit, et croyant enfin pénétrer dans le palais royal, il s'avança. Non, non, Seigneur, intervint le loup en le retenant par le bras. La politesse exige que nous attendions l'envol du roi et de la reine. Ah, fit l'ours, comme il vous plaira, mais il piétinait d'impatience. Le moment venu, il approcha son museau et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Ça, un palais royal, s'exclama le lourdeau. Ah non, une mansarde, une chaumière plutôt, et vous tous là-dedans, ô prince pitoyable, des paltoquets caquetants. Les roitelets, sentant percer l'injure, se mirent à piailler comme des enragés. Tant et si bien que l'ours et le loup prirent la fuite. Leurs parents arrivaient à peine que déjà ils criaient à perdre haleine. L'ours nous a insultés. Pas un seul vermisseau ne franchira nos becs tant qu'on nous traitera de paltoquets caquetants. Le père, en calme volatile, affirma que l'outrage allait être vengé, et il alla sans plus tarder frapper du bec à la porte de l'ours. Alors on se permet d'insulter mes enfants, gronda-t-il. C'est la guerre, vieux grognon, et elle sera sanglante. 2 heures plus tard, tous ceux qui courent à 4 pattes se réunissent d'un côté, tandis que de l'autre vrombissaient ceux qui piquent, volent ou butinent. Mais dans le camp des quadrupèdes, un espion s'était glissé et caché dans l'oreille de l'ours, le moucheron écoutait. Renard, puisque tu es le plus rusé, disait l'ours, tu nous commanderas. Que nous proposes-tu comme signal, mon général? Eh bien, répondit le renard, je crois que mon panache fourré couleur feu est visible de loin. Tant qu'il se tiendra droit, vous pourrez avancer. Quand il se rabattra, fuyez à toutes jambes. Là-dessus, le moucheron prit congé et vola silencieux vers le roitelet auquel il raconta le détail de l'affaire. Et la bataille commença. La charge des quadrupèdes secouait le sol comme un tremblement de terre. L'air sifflait de millions d'aiguillons. Puis vint le choc des 2 armées. L'on se battait au corps à corps quand le plus rude frelon s'en alla piquer le renard sous la queue. Au premier coup de dard, l'animal fit un bond, ce qui encouragea l'armée des quadrupèdes. À la 2e attaque, il souffrit plus encore et ce n'est qu'avec peine qu'il garda la queue droite. Mais au 3e coup, il s'enfuit en hurlant. Dès lors, ce fut le sauve-qui-peut, chacun regagnant au hasard un antre, un trou, un terrier. Et c'est ainsi que les roitelets restèrent maîtres du champ de bataille. Une ruse de guerre avait eu raison de l'ennemi. Lorsque le roi et la reine retournèrent au nid, leurs charmants oisillons annoncèrent qu'ils avaient trouvé le temps long. Est-ce que l'on se rendait bien compte qu'ils n'avaient pas mangé le plus petit vermisseau depuis bientôt 4 heures? Mais nous avons vaincu, s'écrièrent les parents. Tant mieux, répondirent les petits tous en chœur. L'appétit n'en sera que meilleur. À table et festoyons. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu et détendu. En attendant